Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Bonjour Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Super bien! Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir avec nous Marie-Michelle Ricard, psychoéducatrice, psychothérapeute et auteure de plusieurs livres sur des thématiques en lien avec l'image corporelle et la relation avec la nourriture. Vous savez à quel point cette relation avec la nourriture qui se crée pendant l'enfance et l'adolescence est importante pour nous, Mélissa et moi. Je pense que c'est un de nos sujets dada. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on avait envie d'en parler avec Marie-Michelle Ricard, qui a aussi écrit le livre Lou aime le dessert, qui est destiné aux parents et aux enfants. C'est un outil indispensable à toutes les familles. Je pense qu'il n'y a pas une consultation, Mélissa, où on n'en parle pas, on ne réfère pas les parents à ce bel ouvrage. Alors, Marie-Michelle, bienvenue au podcast. Allô! Salut! C'est un privilège de t'avoir avec nous. Nous, on te connaît bien. En fait, ça fait quelques mois. Surtout moi, j'échange beaucoup avec toi, étant donné que tu as collaboré au cours sur l'alimentation des enfants qu'on a créé avec plusieurs psychoéducatrices et je te connais aussi par les réseaux sociaux et tout. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles de nous, que les gens apprennent à te connaître un petit peu plus. Ben, merci en fait pour le beau cadeau. Tu sais, tu dis que vous avez le privilège de me recevoir, mais on dirait que moi, je le vois de l'autre côté. Moi, je trouve que c'est moi qui ai un beau cadeau de pouvoir venir vous voir. Là. J'ai toujours un grand plaisir à parler de ce qui me passionne. Fait que merci d'entrée de jeu. Qui je suis, moi? Ben, en fait, je suis psychoéducatrice de formation. J'ai un bac en psychologie. Et j'ai décidé rapidement de me spécialiser pour offrir un service de psychothérapie. Ça a toujours été la psychothérapie qui m'intéressait. Et en fait, dès ma maîtrise, j'ai voulu me spécialiser dans les troubles alimentaires. Alors déjà, c'était le rapport au corps et à la nourriture, mais d'un point de vue très pathologique. Les troubles alimentaires, on le sait, c'est un trouble de santé mentale. Alors, je me suis vraiment spécialisée dans quand même plusieurs années à ce niveau-là. Et rapidement, en fait, on se rend compte que il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de troubles alimentaires, mais qui présentent une difficulté dans la relation qu'elles entretiennent au niveau de la nourriture ou au niveau du corps. Alors, j'ai comme bifurqué un peu, puis j'ai continué ma spécialisation au niveau de l'image corporelle comme telle, sans nécessairement que ça soit associé à un trouble quelconque. Et là, image corporelle, ça va de pair souvent à la relation avec la nourriture. Alors ça, c'est vraiment le côté expertise, c'est ce que j'ai développé à travers plusieurs années. Et j'ai comme un côté entrepreneurial assez développé. Et moi, voilà, je suis pas ma première business et la clinique, c'est justement, ça faisait partie de mes aspirations. J'ai cofondé la clinique Imavie, qui est la seule dans l'Outaouais qui se spécialise à ces niveaux-là. Là. Donc, tout ce qui touche les troubles alimentaires, mais le poids, l'image corporelle, alors que ça soit un trouble ou une difficulté. On est la seule dans l'Outaouais et on fait aussi tout ce qui touche à la santé mentale générale aussi. J'ai d'autres chapeaux, là, mais mettons que c'est ces chapeaux-là aujourd'hui avec vous. Et comme tu l'as dit, j'écris, j'aime beaucoup développer des outils. J'ai écrit quand même plusieurs livres, j'étais à mon 7e, toujours dans le but d'outiller.
J'aime que les gens puissent avoir quelque chose parce que c'est souvent ce que j'entends dans les cours, dans les formations, dans les conférences. Les gens viennent recevoir, assimilent un peu d'informations, mais on le sait, là, dans une conférence de 2 heures, là, on va retenir peut-être 2 phrases d'écart. Ouais, c'est ça. Souvent, c'était comme, OK, mais donne-moi quelque chose, y a-tu des livres? Puis au début de ma spécialisation, ben c'était comme, mais non, il n'y a rien, il n'y en a pas de livres. Il y en avait quelques-uns au niveau de la nutrition, écrits par des nutritionnistes, mais c'était très, 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 très peu. Puis au niveau de l'image corporelle comme telle, ben non, il n'y en a pas. En français, en tout cas, là. Alors, c'était ça. C'était mon objectif principal. Tu l'as bien réussi. Oh oui, merci. Nous, on est des fans finis de tes livres, là. C'est ce qu'on jasait avant de commencer l'enregistrement, mais maintenant, tous les livres que tu sors d'emblée, ils sont précommandés. Des fois, c'est les genres de livres que je vais même recommander avant qu'ils sortent, avant même de l'avoir lu, parce que je le sais que ça va être des super outils pour les parents, là, même pour les enfants. Tant mieux. C'est accessible, c'est ça, t'écris d'une manière que autant le professionnel de la santé va comprendre, va être capable d'assimiler ces notions, puis autant le côté pratico-pratique est accessible aux parents. C'est ça que je trouve le fun, c'est bien écrit, bien vulgarisé, basé sur la science. Écoute, j'adore. C'est vraiment chapeau, vraiment. Parce que, tu sais, quand j'écris, en fait, j'essaie de me placer, moi aussi, je suis maman, j'essaie de me placer dans la position inverse. Tu sais, qu'est-ce que moi, j'aurais aimé entendre, puis qu'est-ce que mes clients me disent qu'ils veulent entendre? C'est quoi le besoin en arrière? Tu sais, l'outil, c'est sûr que je l'écris pour moi. Moi, j'ai un besoin d'écrire, mais je l'écris beaucoup pour la personne qui va le lire. Alors, j'essaie de transférer un peu, d'aller voir c'est quoi les besoins qui sont vécus, puis de quelle façon est-ce que je peux y répondre d'une façon toujours claire, toujours très concise, parce qu'il y a des gros manuels là, de 800 pages. Oui, c'est intéressant, puis oui, j'en ai lu, mais bon, c'est plate. Oui, puis pour les parents. C'est ça, pour les parents, c'est lourd, tu sais, ça devient lourd aussi, tandis que ces livres-là, puis tu sais, bon, là, aujourd'hui, on parle de Lou, mais il y en a un aussi qui est sorti récemment, qui est Romy. Ce qui est bien, c'est que le parent peut le lire, mais je veux dire, l'ado ou l'enfant peut le lire, c'est une histoire, c'est l'histoire de Romy, c'est l'histoire de Emma, c'est l'histoire de Lou. Donc, au travers de ça, c'est aussi, c'est des belles petites histoires, mais qui, en même temps, viennent transmettre un message qui est super important là, pour le développement des enfants. Oui, puis souvent, je pense que l'adulte se reconnaît même. Ben oui. Même si Lou, c'est un enfant, l'adulte va se reconnaître dans cet enfant-là, pas juste dans la mère. Même chose avec Romy, qui est un ado. L'adulte qui va le lire va se reconnaître dans cet ado-là. Tu sais, on a tous été enfants, on a tous été ados, puis on a tous eu des expériences des fois un petit peu plus, peut-être pas nécessairement si compliquées, mais des fois oui, puis d'autres fois peut-être plus difficiles avec la nourriture. Fait que c'était ça aussi, tu sais, je voulais que peu importe l'âge, on puisse se reconnaître. Puis j'en ai des adultes qui vont dire, ben sais-tu quoi, là, oui, je l'ai acheté pour mon enfant, mais moi, en tant qu'adulte, j'ai bien aimé le lire. Ça m'a bien aidé. Ouais. Ah oui, puis tu t'en parles, mais c'est peut-être une des raisons pourquoi c'était un gros coup de cœur, tes livres, parce que autant que je me suis reconnue, moi, dans Lou, je me suis reconnue dans Romy, puis ma sœur s'est reconnue dans Emma. Fait que c'est vrai que tu viens toucher cette fibre en nous. Tu sais, ma sœur, elle a pas d'enfant, mais elle s'est reconnue dans elle, puis elle dit, il faut que ces livres-là soient plus accessibles à l'école, parce que c'est pas des notions qu'on retrouve facilement si on fait une recherche sur les réseaux sociaux, si on fait une recherche dans Google, c'est pas des notions qu'on va trouver côté pratico-pratique. Comment m'y prendre avec mon enfant? Comment utiliser les bons mots? Quel est l'impact de mes paroles? Quel est l'impact de mes actions? Puis souvent, c'est des petites choses anodines, mais répétées au courant, tu sais, de plusieurs mois, plusieurs années, à un moment donné, oui, ça a un impact. Et oui, l'impact sur la saine relation avec la nourriture, moi, c'est quelque chose, je te dis, quand je suis devenue maman, je pense que je suis devenue folle avec la saine relation avec la nourriture, étant donné mon passé. Puis là, je me suis dit, OK, il y a moyen de faire différent de ce que j'ai eu. Pas mieux, parce que je pense que les parents, on fait de notre mieux avec ce qu'on connaît. Mais lorsqu'on connaît, je pense, différent, on connaît mieux, je pense qu'on est en position de décider est-ce que je veux faire mieux, est-ce que je veux faire différent. Quel est le bagage? Qu'est-ce que je voudrais transmettre à mes enfants?
pour qu'eux soient des adultes peut-être différents que ce que moi j'ai eu à traverser durant mon adolescence et durant l'âge adulte. Et c'est là où on ouvre le sujet, c'est quoi une saine relation avec la nourriture? Parce que je te dirais, la première fois que j'ai mentionné, écoute, j'étais stagiaire, je me rappelle comme si c'était hier, je disais aux parents, mais quelle est votre relation avec la nourriture? Puis là, le parent m'a regardé et dit, ben, il faut-tu que j'y jase? Je dis, non, c'est pas... Mais tu vois, c'est pour ça que j'aime le mot relation, parce que, tu sais, c'est quoi avoir une bonne relation avec la nourriture? Je pense que je pourrais faire un cours de 45 heures là-dessus. Oui. Là. Mais c'est une relation. Et c'est là où certaines personnes, je pense, on oublie. Une relation, là, c'est j'ai des besoins. Et je t'exprime mes besoins et de par ta personne, tu réponds à ces besoins-là et en retour, ben, tu m'exprimes tes propres besoins et je réponds à ces besoins. C'est ça une relation finalement. On danse ensemble, mais c'est pas différent avec la nourriture. Ce sont des besoins et la nourriture vient répondre à ces besoins-là. Fait qu'une relation saine, mettons qu'on répond de façon concise parce qu'on n'a pas 45 heures, ben, c'est avoir une relation où est-ce que je suis capable d'identifier quels sont mes besoins et d'être capable d'y répondre d'une bonne façon. Oui. C'est ça, une bonne relation avec la nourriture. Alors, utiliser la nourriture de la bonne façon pour répondre aux bons besoins, au bon moment. Oui. Avoir une humeur qui est agréable à travers ça. Et est-ce que tu dirais que c'est important de promouvoir cette relation-là dès les premières bouchées. Tu sais, les premières bouchées, là, aux alentours de l'âge de 6 mois, quand on commence à nourrir un enfant. Je te dirais que c'est même avant. Je te dirais que c'est comme, c'est le plus tôt possible. C'est avant même d'en avoir un enfant. Alors oui, bien évidemment, quand l'enfant naît et quand il est tout jeune, la relation, elle est déjà installée parce qu'en tant que parent, on a déjà une relation nous-mêmes avec la nourriture. Tu sais, tantôt, tu parlais des parents qui veulent développer une relation comme ça avec la nourriture, puis qui pensent, mais comment est-ce que je peux faire pour que mon enfant soit heureux, qu'il développe une bonne relation? Mais le parent, bien sûr, il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais le parent, il traîne une histoire, il traîne certaines valeurs, il traîne certaines habitudes alimentaires aussi. Alors, des fois, c'est là qu'il y a comme un conflit. Il y a comme un conflit entre ce que je veux faire, là où je veux m'en aller, mais qu'est-ce que je traîne en arrière qui, des fois, est plus comme une espèce de boulet. Puis là, ben, j'ai de la difficulté à y aller sur ce chemin-là. Fait que oui, c'est important dès le début, mais c'est important aussi de prendre en considération puis de prendre conscience, c'est quoi ma propre relation actuellement? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Sont où mes difficultés? Est-ce que je suis capable d'identifier ces besoins-là? Oui. Est-ce que je suis capable d'y répondre d'une façon adéquate aussi? Puis il y a aussi également, oui, ma relation, mon vécu moi-même qui va teinter un petit peu ce que je vais transmettre à mon enfant. Mais ce qu'on voit souvent aussi, c'est la pression de l'entourage. On dirait que tout le monde a son mot à dire. Hein? On s'entend quand c'est une question d'éducation, développement de l'enfant, on n'y échappe pas. La belle-mère, la grand-mère, le voisin, la caissière au IGA, tu sais. Mais c'est, tu sais, qu'est-ce qui va influencer une saine relation? D'après toi, qu'est-ce qui va influencer la relation avec la nourriture, autant chez l'adulte que chez l'enfant? On va commencer par l'adulte. Qu'est-ce qui va influencer cette relation-là? C'est une grosse question, en fait. Tu sais, je pense que justement, ça nous ramène au rapport au corps. Parce que la nourriture, elle est là pour répondre à certains besoins, des besoins qui sont corporels. Puis là, oui, il y a des besoins qui sont physiologiques, des besoins de base. J'ai faim, j'ai besoin d'énergie, mais il y a aussi des besoins psychologiques. Que ce soit un besoin de réconfort, que ce soit un besoin de saveur, il y a beaucoup de besoins psychologiques qui sont là. Fait que, qu'est-ce qui va influencer la relation avec la nourriture? Je pense qu'à la base, c'est la relation qu'on entretient avec son corps. Donc, on en revient à l'image corporelle. C'est pour ça que c'est important. Parce que, tu sais, dans le fond, l'image corporelle, c'est le rapport que j'entretiens avec mon corps, la perception que j'ai de mon corps. Puis ça, c'est influencé par des caractéristiques physiques, des caractéristiques psychologiques, des expériences interpersonnelles. Donc, les relations, justement, c'est là où les parents embarquent, mais aussi les amis, et les étrangers aussi. Ah oui. Tout ce qui est socialisation, médias, ça rentre là-dedans. Fait qu'il y a comme ben des affaires qui influencent le rapport qu'on va développer avec notre corps et avec la nourriture. Oui. Et s'il y avait
un seul conseil, je te dirais, je sais qu'il y en a peut-être plusieurs, qu'on pourrait dire aux parents qui nous écoutent ou aux intervenants. Si moi, ma relation, elle est difficile avec la nourriture, mais j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça, faire en sorte que mon enfant ait une meilleure relation que la mienne. Quelle est la première chose ou est-ce qu'il y a des petites étapes selon toi? Parce que là, on peut lire plein de choses, on peut regarder plein de sites. Comment je peux arriver à cheminer pour pas que mon enfant ait eu le même passage que moi, que de vraiment essayer, le but, c'est pas de les mettre dans des bulles, les enfants, pas du tout, loin de là, mais essayer de leur transmettre ou les outils pour qu'eux puissent développer une meilleure relation avec la nourriture que peut-être moi, ce que j'ai eu étant plus jeune. Donc, quelle est la première des étapes? Parce que souvent, on me dit, ben, je vais lui dire de faire ça, mais moi, je le ferai pas. Parce que moi, je ne suis pas rendue là. Très souvent, on va nous dire, mais là, je suis pas capable, je suis pas rendue là. Ou parfois, ben, mon partenaire, ben, on n'est pas d'accord, c'est pas ça. Puis là, il y a l'enfant qui est pris là-dedans. Exact. Alors, oui, c'est très, très fréquent. Alors, si tu avais un conseil à ces familles-là ou à la personne vraiment qui travaille en dedans, vraiment, là, tu sais, ça bouillonne en dedans, pour dire, oui, j'aimerais ça fait longtemps, je traîne mon boulet, comme tu dis, avec moi. Est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner à ces parents-là pour aider dans cette relation, mais pour leur enfant? Je vais choisir de répondre 2 réponses différentes. Puis ma première réponse, là, c'est vraiment une réponse tannante. Je répondrai pas. C'est une question piège. C'est une question piège que le parent pose, puis elle arrive, comme tu le dis, extrêmement fréquemment. Je veux aider mon enfant, mais moi, je veux pas changer, par exemple. Moi, je suis pas rendue là, ou moi, je veux pas faire ça, ou moi, j'ai fait mon deuil de ça. Peu importe les raisons, il y en a vraiment plusieurs. Souvent, le parent arrive et il est comme désabusé. Là, moi, je le sais, ça n'arrivera pas. Là, il y a plein de distorsions cognitives. Là. Moi, dis-moi pas là, qu'il faut que j'améliore mon rapport à mon corps. Je m'aime pas, je me trouve gros. Peu importe, là, il y a comme un gros discours. Mais par exemple, montre-moi comment faire pour pas que mon enfant souffre. Mais je n'ai pas de réponse. Ça marche pas comme ça. Je peux pas bypasser. Là, t'essayes, t'es comme au 3e wagon, puis tu veux te rendre au premier, mais sans passer par le 2e. Ça marche pas. Fait que ma première réponse plate, c'est ça, c'est qu'il n'y en a pas de réponse. Ça ne marche pas de même. Non. Puis, tu sais, les enfants, je pense, ils cherchent l'authenticité. Donc, s'ils le sentent que c'est pas... En fait, il n'y a même pas de si, là. Ils le sentent. Oui, ils le sentent. Oui. Il sent que c'est pas authentique, que mon parent, en fait, fait ce que je dis, pas ce que je fais, ne fonctionne pas. Je pense qu'on sait dans toutes les sphères de développement chez les enfants. Et puis, on le sait que... une des façons comment les enfants apprennent à part le jeu, ben, c'est par l'imitation. Ils nous observent sans nécessairement nous écouter, mais juste par nos actions. Exemple, je vais lui donner un biscuit, mais moi, j'en mangerai pas. C'est des petites choses, je crois, qui font en sorte que, là, tu le confirmes que, oui, il y a un travail, je pense, sur soi à faire. On peut le faire conjointement pendant que je travaille un petit peu ce que je voudrais faire pour mon enfant. Mais je pense que, tu sais, être bienveillant envers nous, travailler sur nous, parce qu'on est aussi important. Il n'y a pas juste, oui, on les aime, nos enfants, on veut ce qu'il y a de mieux pour eux, mais parfois, c'est qu'on s'oublie, on dit, on va s'effacer, je veux juste travailler mon enfant, puis moi, je ne suis pas prêt ou je le ferai plus tard. Mais ce que tu essaies de nous dire, c'est que non, je pense qu'il faut... Ça ne marche pas de même. Oui. Ouais. Puis en fait, l'enfant s'en rend compte. Tu sais, se mettre de côté puis travailler sur son enfant, bien, c'est justement ce que l'enfant reçoit. Tu te mets de côté. Ouais. Et c'est ça qui va retenir. Et c'est pour ça que c'est important, comme tu dis, de le faire conjointement. Ça ne veut pas dire là, que, tu sais, c'est important de respecter son rythme. Puis le parent qui dit « je ne suis pas prêt à faire ça », c'est sûr qu'on va écouter son rythme. Mais il va falloir prendre conscience, par exemple, que ça a un impact sur l'enfant, que ça a un impact sur le développement de l'image corporelle de l'enfant et du rapport qu'il va entretenir avec la nourriture. Fait que, tu sais, ça, c'était comme ma première réponse plate de comme ça ne marche pas de même. Mais si il faut absolument qu'on regarde quelque chose, puis OK, mais tu sais, à partir de là, comment on fait? Est-ce qu'on a un conseil? C'est de manger ensemble. Manger ensemble. C'est vraiment le côté présence. Ouais. Je veux être avec toi. Puis je le sais que la vie va vite. Puis je le sais qu'on a la routine du devoir, des devoirs au pluriel. Puis les différentes activités, mais c'est important de ralentir. Tu sais, je donnais une entrevue l'autre fois pour le retour à l'école, là, puis on est post-pandémie. Puis on regardait justement, ce serait quoi l'erreur à faire? Puis je disais, mais c'est de retourner dans une espèce de train à haute vitesse à 50, je sais pas trop, là, 500 000 à l'heure.
faites pas cette erreur-là. La pandémie nous a justement obligés à ralentir. Puis il y en a plusieurs qui se sont dit, tabarouette, finalement, hein, quand tout est arrêté, puis qu'il n'y en a plus une activité, puis qu'il n'y en a plus de devoirs, mon Dieu, j'en ai donc bien du temps. Mais on a besoin de temps. On a besoin de ce temps-là pour être en famille, pour manger ensemble, pour se demander comment ça va. C'est une relation. Puis une relation, ben c'est plusieurs variables qui sont présentes. Oui, la nourriture, elle est là, toi et moi, mais il y a tout notre lien ensemble. On a besoin de se parler. De connecter. Oui, de c'est connecter. Ça, de connecter. Exactement. Fait que c'est pas juste un besoin de faim puis de satiété, c'est un besoin d'être présent, d'être proche, de connecter, d'amour, d'affection. Oui. Ah oui. Tu sais, puis ce qu'on entend souvent, je pense que c'est une phrase que Mélissa, on dit souvent, tu sais, quand le parent dit oui, mais je veux que mon enfant mange bien. Je veux qu'il mange, exemple, mon brocoli. Puis c'est là où on vient puis on lui dit, ben moi, oui, c'est correct le brocoli, mais moi, je vais plus miser, peut-être, regardons ça d'un autre point de vue. Quelle relation avec quelle est la relation que votre enfant va avoir avec le brocoli? Comment on peut faire en sorte que la relation avec Monsieur Brocoli, eh bien, elle est saine? Qu'il mange ou qu'il ne mange pas? Oui, et qu'elle est positive. Mais tu vois, parce que sinon, ce qui arrive, c'est qu'on devient adulte, puis on écrit un livre comme Lou, qui aime pas le pain de viande. C'est moi. C'est ça. C'est mon traumatisme avec le pain de viande. Écoute, ça fait 30 ans, 40 ans, là, puis je m'en souviens encore. Là, j'ai été traumatisée de pain de viande, plus jamais de ma vie, j'en ai plus jamais mangé. C'est fini. Voilà. C'est ça. Voilà. Puis justement, on veut que... Je reviens, et là, ils vont nous trouver tannantes, mais la relation, là, ça dure, ça laisse des traces. Fait qu'on veut pas que l'aliment chimique se retrouve dans le corps. On veut que la relation se développe. On veut qu'éventuellement, l'enfant comprenne qu'est-ce qu'il aime, comment il aime manger, à quel moment il veut le manger, de quelle façon, pourquoi. Tu sais, c'est ça une relation, finalement. Fait que si on force le brocoli, puis que le brocoli devient aversif, puis que l'enfant, ben, il a le haut le cœur à chaque fois qu'il mange, ça fait une chicane, ça fait des conflits. Fait que là, notre connexion de tantôt, elle vient de prendre le bord. Puis que finalement, dans 2 ans, il ne mangera plus jamais de brocoli de sa vie. Pas sûr qu'on est arrivé à bon port. Oui, puis on en parle souvent, Cosette, justement, aux parents, on dit regardez sur le long terme. Qu'est-ce que vous pouvez faire là pour que votre enfant aime le brocoli plus tard? Parce qu'on veut pas qu'il le mange là, mais je veux qu'il le mange quand il va être grand, quand il va être un adulte, parce qu'on le voit de toute façon, ça, la science est assez claire, puis on en parle souvent aux parents, là. S'il y a des aliments que vous avez été forcés de manger quand vous étiez enfant, est-ce qu'aujourd'hui, vous les mangez? Et beaucoup de parents vont répondre non. C'est ça. Beaucoup de parents vont répondre non. Et si, tu sais, moi, il y a des aliments là, que je refusais de manger quand j'étais jeune, puis je le savais que j'aimais pas ça à ce moment-là. Mais une fois rendu adulte, des fois, je me disais, ah ben tu sais, je vais le réessayer. Mais ça m'a pris du temps, justement, parce que cette relation-là, pendant mon enfance, avait pas été très, très positive. Mes souvenirs étaient pas du tout positifs parce que, comme tu dis, c'est même pas juste le souvenir de me le mettre dans la bouche, mais c'est le souvenir des fois du chaos à table, puis ah, ben là, mange-les. Tu sais, c'est tout ça qui vient avec aussi, puis qui fait que, ben, ultimement, ce qu'on veut pour les enfants, je veux qu'ils mangent bien, je veux qu'ils mangent varié, je veux qu'ils mangent des légumes. Ben, si vous voulez qu'ils les mangent, ben, il faut que vous attendiez à ce que on respecte son rythme, puis en même temps qu'on va travailler sur la relation et pas sur l'action là qu'il le mange maintenant. Donc, laissez-lui le temps de s'habituer. Puis comment est-ce que vous pouvez développer une relation positive? Puis peut-être qu'au début, ça va être en peinturant avec votre brocoli, mais pas en le mangeant. Mais tranquillement, il apprend à le connaître, il a du plaisir, puis il fait « Ah, tiens, il a le fun, lui. Ah, je peux le manger en plus. » Et là, tranquillement, on évolue au travers de ça avec les enfants. Et tu vois, je trouve que le point que tu amènes, c'est tout le développement des habitudes alimentaires. Puis, il me semble que c'est dans Lou que je l'ai écrit ça vers la fin, où est-ce que la recherche a démontré que pour avoir des bonnes habitudes alimentaires à l'âge adulte, il faut qu'il y ait eu cette éducation-là à l'enfance. Fait que, tu sais, c'est un peu, Cosette, ce que tu disais, tu sais, est-ce qu'on commence tôt? Mais absolument, il faut que ça commence tôt parce que les bases vont être mise en place à ce moment-là. Puis c'est ça, après ça, qu'on traîne. Tu sais, on fait juste se regarder nous autres à l'âge adulte, les habitudes alimentaires qu'on a. Oui, peut-être qu'on en a développé des nouvelles.
puis qu'on a développé des nouveaux goûts puis des nouvelles techniques aussi, sauf que la base, là, c'est ce qu'on a dans notre enfance. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une vraiment grande importance sur comment est-ce qu'on fait découvrir les aliments, comment est-ce qu'on les fait goûter, c'est quoi les liens, puis on revient justement à ton expérience, on se souvient pas seulement du goût, là, on se souvient de la relation, de l'expérience, de l'événement, dans le fond, qui est arrivé en même temps. Ouais, C'est ça qui reste. exactement. Puis quand tu parles d'éducation, je pense que c'est bien aussi de dire aux parents que quand on parle d'éducation, de saines habitudes alimentaires chez les jeunes enfants, puis même chez les ados, là, c'est pas un cours de nutrition. C'est pas de savoir que c'est important, faut que tu manges des légumes si tu veux avoir, tu sais, des fois, tout ce qu'on va vouloir dire aux enfants, c'est par le modelage. C'est nous, on est un modèle, nous, on a du plaisir à les manger, on les découvre, on va au marché, on fait un jardin, on décide. C'est ça, la découverte, puis c'est comme ça, en fait, que les enfants vont apprendre à manger varié. C'est pas en leur disant, on le dit plutôt, là, tu sais, fais ce que je dis et non ce que je fais. Ben non, au contraire, votre enfant, il va faire ce que vous faites. Et si vous avez zéro plaisir, ben attendez-vous pas à ce que lui ait du plaisir non plus parce que vous êtes son modèle et que c'est par ses expériences positives autour des aliments et pas juste autour de la table qu'il va pouvoir éventuellement évoluer. Mais ça prend du temps et ça se fait tout au long de l'enfance et de l'adolescence. C'est ça. On le répète je pense, dans chacun de nos épisodes, on doit l'avoir répété, Cosette, mais ça prend de la patience parce que je m'attends pas à ce qu'un enfant de 3 ans ait une alimentation qui est super variée. Hey, il est en train de commencer à apprendre à manger et ça va évoluer, là. Donc, est-ce qu'on peut lui laisser le temps, justement, mais d'être indulgent, un peu bienveillant envers nous aussi et de travailler sur cette relation-là que nos enfants vont développer ultimement pour qu'à l'âge adulte, ils aient une relation positive avec le brocoli, mais avec les biscuits aussi, avec le gâteau, voilà, avec les jujubes, avec le Nutella, peu importe, il faut que l'enfant développe une attitude positive avec tous ces aliments-là parce qu'on veut pas qu'il y ait, quand il y a le fameux bons et moins bons aliments, ben là, il y a des sentiments de culpabilité qui peuvent embarquer, la privation peut embarquer, et là, on parle d'une relation malsaine et ultimement, ça peut amener justement des troubles de comportement alimentaire. Exactement, oui. Ouais. Ça, Marie-Michel, je voulais t'entendre aussi, on a donné l'exemple lorsqu'on veut qu'un enfant goûte un aliment, mais on est très souvent face à une situation où on a peur que l'enfant en mange trop ou, pour moi, cet aliment-là est perçu comme trop sucré, trop gras, pas bon, mais comment je peux également, moi, quelle est en fait la bonne approche? Qu'est-ce que tu suggères aux parents qui ont peur de mettre un biscuit sur la table, qui veulent pas en acheter, mais qui aimeraient voir leur enfant en manger moins? Ça dérange le parent. Je sais que ça dérange plus le parent que l'enfant, mais quel est le conseil que tu pourrais donner aux parents qui ont assez peur? En fait, c'est Lou aime le dessert. C'est vraiment, ma question vient en lien avec ton livre. Pour ceux qui n'ont pas lu Lou, là, je vous dis, vous manquez quelque chose. Lou aime le dessert, va venir, je pense, vous faire réfléchir à vous et va vous outiller pour comment aborder cette question-là avec votre partenaire et avec l'enfant. C'est une belle histoire qui se lit super bien, mais je voulais t'entendre là-dessus. Donc là, on a parlé un petit peu de lorsqu'on veut que notre enfant goûte, mais là, quand on a une crainte envers des aliments, comment tu abordes ce sujet-là avec les familles? Bien, en fait, tu vois, moi, je travaille beaucoup plus avec les parents et non pas avec l'enfant comme tel. Fait que présenter comme tu me le présentes, là, c'est sûr que je fais une exposition avec le parent. Parce que dans le fond, le parent qui me dit, mais j'ai peur que mon enfant mange trop, j'ai peur qu'il développe une dépendance à cet aliment-là. Moi, ce que j'entends, c'est un discours restrictif. Fait que, bien entendu, je vais accueillir toute cette crainte-là, mais on va travailler à restructurer la crainte. Il y a probablement une catégorisation d'aliments. Il y a des aliments qui sont bons, puis il y a des aliments qui sont pas bons dans le discours du parent. Fait qu'il va falloir replacer ça à la bonne place, puis il va falloir s'exposer. Donc, en acheter des biscuits, puis évidemment, en placer sur la table, puis en manger. Parce que là, en ce moment, c'est pas l'enfant là, qui a l'enjeu, c'est le parent qui a cette crainte-là. Puis c'est important à aller déconstruire parce que c'est pas juste une crainte de biscuits. Il y a probablement plein de préjugés sur le poids, la prise de poids. Je serais intéressée d'aller voir ça vient d'où, c'est quoi l'histoire, est-ce que le parent a vécu justement des expériences d'intimidation, de stigmatisation par rapport à son poids, c'est quoi lui
biscuits, son historique avec les biscuits. Est-ce que le parent a peut-être justement déjà cette relation-là où est-ce qu'il essaye de pas en manger puis des fois il en mange trop selon lui? Est-ce qu'il y aurait même présence de frénésie alimentaire ou est-ce que le parent perd le contrôle? Fait qu'il y a comme bien des choses là, que j'aurais le goût d'aller aborder puis évaluer pour après ça s'exposer aux biscuits, là. Absolument. Clairement. Et tu vois, c'est vraiment un cheminement. On travaille, nous, pour être capable de en fait, montrer l'exemple à notre enfant parce qu'on le dit, ils apprennent par imitation. Ouais. Donc, on est bienveillant envers nous pour être bienveillant envers eux. Et je dis toujours... Oui. Mais excuse-moi, je t'interromps parce que, tu sais, j'utilise beaucoup le mot cheminement aussi. Puis quand on l'utilise, je trouve que ce qui est important de se rappeler, c'est que un cheminement, c'est quelqu'un qui marche sur un chemin pendant un laps de temps. Fait que le parent qui veut développer une saine relation avec la nourriture avec son enfant, là, en 3/4 de seconde, là, ça n'existe pas. C'est pour ça que je reviens un peu à ce que je disais au début, le parent qui traîne son histoire. Et traîner une histoire, ça veut dire j'ai des expériences qui peuvent être difficiles, j'ai mon schéma de pensée, là. Alors, j'ai déjà peut-être un discours restrictif. Je peux pas tout changer ça là, comme en claquement de doigts de même, là. Alors, moi, j'ai besoin de travailler sur certaines choses. Puis là, ben, mon enfant est grandi pendant ce temps-là, puis on en a des repas pendant ce temps-là, puis je me rends compte que peut-être que j'ai dit quelque chose qui a laissé des traces, fait qu'il va falloir que je ramasse ça. Alors, bref, ce cheminement-là, là, il faut être doux avec soi-même, avec son enfant, puis il faut se donner le temps. Oui, la patience et du temps. Oui, oui, la patience et du temps. Oui. Écoute, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, Marie-Michel. J'aurais envie que tu termines avec peut-être 3 petits conseils aux parents. Si on aurait 3 petites phrases là, que tu aimerais que les parents retiennent de cet épisode-là en lien avec la promotion d'une saine relation avec la nourriture chez les enfants, quelque chose de pratico-pratique, simple à faire là, ce soir au souper. Est-ce qu'il y a 3 petites choses que tu pourrais dire aux parents pour ce soir? Parce que le long terme, ça, je pense qu'ils l'ont compris. Mais souvent, on me dit, oui, mais là, ce soir, qu'est-ce que je peux faire? Mais vous m'avez aidé un petit peu, puis c'est drôle parce que je répète tout le temps la même affaire. Dans mes conférences, dans mes formations, dans mes livres, avec mes étudiants, mange quand tu as faim. Arrête de manger quand tu n'as plus faim, puis mange qu'est-ce que tu aimes. Fait qu'est-ce que tu peux faire ce soir, là? Premièrement, cuisine, qu'est-ce que tu as le goût de manger? Probablement qu'en nous écoutant, là, ils ont déjà un aliment en tête. Ben c'est ça, là, il faut que tu cuisines. C'est ce que je fais dans mes suivis. Tu sais, quand on travaille justement l'exposition aux aliments, des fois, ils disent « Oh, mais là, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aurais le goût de manger? » Attends, ferme les yeux, là. Qu'est-ce que tu as le goût de manger? Ça vient tout seul. Ah, j'aimerais ça manger telle affaire. Ben go, c'est ça qu'il faut que tu fasses ce soir. Fait qu'on respecte notre corps. C'est ça, la relation avec son corps. Manger quand tu as faim, arrêter de manger quand tu n'as plus faim, puis mange ce que tu veux. Oui. Wow. Puis mange en famille, puis cuisine si tu as envie de le cuisiner, puis si tu n'as pas envie de le cuisiner, va l'acheter déjà tout prêt. Oui. C'est aussi ça, être à l'écoute de nous. Exactement. Clairement. Un gros merci. Marie-Michel, on va mettre les liens vers tes plateformes, vers ta clinique dans les descriptifs de ce podcast. Alors, un gros merci. Puis c'est sûr que tu vas revenir nous voir. C'est trop avec grand plaisir. C'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. Alors voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast. Si le cœur t'en dit, tu peux aussi nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins là, maintenant. Alors, merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye, May. Bye. Bye, Marie-Michel. Salut.